Chers amis, bonsoir, bonsoir et merci d'être avec nous et avec notre invité qui est ce soir Khaled Benchir. Bonsoir Khaled Benchir. Bonsoir. Merci d'être venu sur le plateau. Merci pour votre invitation. Alors Khaled Benchir, vous êtes au cadre à la Direction Générale de la Sûreté Nationale, mais également professeur associé à l'Université de Droit d'Alger. Votre spécialité est la criminologie. On va voir qu'est-ce que la criminologie recouvre. Professeur associé également à l'Institut de sémiologie de Paris. Criminologie. Oh, pardon, j'avais compris pourquoi sémiologie. Parce que voilà une erreur sémantique. Ça se rapproche. Ça se rapproche, ça se rapproche. Parce que justement, dans votre ouvrage, on verra, il y a un chapitre sur le verbe. Absolument. Donc, Absolument. On n'en était pas très loin. Absolument. Dialogue entre le terroriste et l'imam, et c'est paru aux éditions Casbah. Alors, j'avoue que j'ai eu du mal, Khaled Benchir, à classer, je n'aime pas classer les ouvrages, mais à classer votre ouvrage, parce que cela tient d'un récit basé sur des faits réels, mais qui est quand même romancé. On verra entre qui et qui. Ensuite, des personnages entrent en jeu après ce long dialogue entre le terroriste et l'imam, et ce qu'il va en contenir. Et vous terminez par, je dirais, ce qui est plus une part de vous-même en tant que criminologue. Et donc vous abordez par rapport à la psychiatrie. Qu'est-ce que c'est que la psychologie? Quand je dis psychiatrie, différent de la psychologie, mais le terme banal est qu'est-ce que la psychologie d'un terroriste, hein? Comment pense-t-il les choses? Mais en réalité, on est carrément dans la psychiatrie, hein, et même lourde. Et il y a comme une sorte d'essai que vous nous donnez à lire, une contribution sur plus d'une cinquantaine de pages, qui est faite par un personnage imaginaire, qui est Mademoiselle Nasseria, qui est une psychiatre qui va interroger, mettre sur le divan, comme on dit, ce terroriste. Et puis à la fin, il y a un texte qui vous est totalement fait aussi sur la force du verbe. Hein, ça, on se rapproche plus sur qu'est-ce que la force de la propagande, du verbe, du dit. On se rapprocherait presque d'une analyse des textes, des fameux textes du nazi Goebbels. Tout à fait. Oui. Alors, évidemment, c'est votre métier qui vous a amené à écrire cet ouvrage. Absolument. Vous avez raison de parler sur la classification littéraire de l'ouvrage. C'est vrai qu'au début, avec mon éditeur, on a eu du mal à le classer dans un genre particulier, parce que c'est du roman, c'est de la citation, mais en fait, c'est parce que c'est pour la première fois que j'écris de cette manière, parce que d'habitude mes livres, c'est des livres, disons, académiques, hein, comme celui que vous avez, et c'est destiné aux professionnels, aux étudiants, aux chercheurs, aux magistrats, aux policiers, mais pour la première fois, j'ai voulu toucher tout le monde, quoi, avec un récit, et c'est une histoire réelle. Je n'ai rien inventé. Et je voulais comme ça accrocher cette histoire, plutôt les vérités ou les phénomènes qui se dégageaient au fur et à mesure du dialogue, à quelque chose d'explicatif pour nos amis non algériens. Comme dit le préfacier, M. Xavier Offert, qui n'a rien compris au terrorisme. Qui est un grand spécialiste. Un grand spécialiste. Du terrorisme, de la criminalité terroriste, absolument, même de la mafia. Tout à fait. Parce qu'il dit lui-même, il y a deux dangers terribles qui nous attendent pour ce 21e siècle. C'est le terrorisme et je dirais le gangstérisme, la mafia. Sans avoir lu ce livre, il le dit lui-même, il n'aurait jamais compris le salafisme. Et donc pour moi, c'était absolument une nécessité de trouver des références dans l'histoire, dans la religion, dans la philosophie, et à mon grand étonnement, j'ai trouvé pas mal de références. C'est-à-dire, ce que disait le terroriste, qu'il expliquait avec ses tripes, et l'empathie de l'imam, qui essayait de l'accompagner comme ça, c'était beaucoup plus une empathie cognitive. Hein. Il l'accompagnait, il était à l'écoute, il ne s'énervait pas, malgré toutes les attaques qu'il a subies de la part du terrorisme, mais il résistait. Et on trouve ça donc
chez les philosophes arabo-musulmans, chez les Grecs, on a parlé de la Médée d'Euripide, hein, quand elle assassine ses enfants. C'est exactement la justification qu'il donne, le terrorisme, c'était pour les protéger. C'est ça. On a le marquis de Sade, on parle d'Averroès, on parle Sophocle. De Sophocle. Hein. Donc c'est pour dire que l'atrocité et l'horreur qui se dessinaient derrière le discours terroriste ne sont pas proprement... ce n'est pas un phénomène algérien, comme on a essayé de nous le coller. Le mot tarout, par exemple, hein, le tyran, c'est un mot qui existe depuis la nuit des temps. Hein. C'est particulièrement chez les Romains, chez les Grecs, et à travers les âges où le tyrannicide était élevé au rang d'un héros. Donc oui, le mot tarout, c'est pas proprement algérien. Hein, c'est vrai qu'il a été amplifié, embelli par une certaine tendance salafiste, qui nous venait d'ailleurs. Et en lisant, en interprétant faussement les livres d'Ibn Taymiyyah et de certains auteurs musulmans, la notion de djihad, de takfir, la notion de fatwa, tout ça, c'était une déformation d'une réalité, d'un intellectualisme un peu fabriqué. Et ce qui nous a fait mal, c'était ça. C'était cette trilogie, ce triptyque, donc fatwa, ijtihad, takfir. Après, c'est l'assassinat. Hein, donc. Et le malheur des musulmans, comme disait Ibn Rushd, hein, Averroès, je le reprends textuellement hein, dans son livre Accord entre la religion et la philosophie, il disait que l'inimité et la haine qui ravagent les musulmans vient de ce que certains gens non initiés ont pris la parole. Ouais. Et ils se sont présentés comme des missionnaires de Dieu. Et là, il parle carrément des salafistes, hein, et qui ont essayé d'outrepasser les 4 écoles, le Vatican, excusez-moi le terme, mais oui. Le Vatican musulman qui est constitué de 4 écoles, Hanbalite, Malikite, etc. Et personne ne pouvait aller au-delà. Mais avec l'avènement du wahhabisme, c'était une nouvelle génération et qu'on pouvait interpréter, aller au-delà de ces 4 écoles, qui étaient une ligne rouge. Et là, on a assisté donc à une sorte d'émiettement, d'atomisation pas de la pensée musulmane, hein, mais du pouvoir d'interprétation. Donc tout le monde pouvait... il y avait un émiettement du pouvoir. Donc il n'y avait pas un Vatican, il n'y avait pas une référence. Monsieur tout le monde pouvait aller voir la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam et interpréter comme il voulait. Et c'était ça le danger. Alors, il y a ce dialogue entre l'imam, en gros c'est un terroriste blessé qui vient se réfugier dans une mosquée. Absolument. Et puis par humanité, par humanisme, l'imam va lui dire non mais attends, je vais pas te dénoncer, mais je voudrais dialoguer avec toi. Pourquoi tu en es arrivé à cela, à massacrer? Il y a eu 2 villages qui ont été complètement détruits, un massacre terrible, des bébés, enfin je passe sur les détails à Ben Talha et Raïs. Et il lui dit je voudrais comprendre. En fait, ce qui est très intéressant dans ce que vous construisez, dans ce dialogue, c'est que l'imam écoute et tente de comprendre, alors que le terroriste va dans une sorte, excusez-moi du terme, de parcourisme, de verbiage appris par cœur, mais quand il gratte un peu lui-même en lui disant mais là ce que tu es en train de dire c'est pas possible, c'est complètement à contre-courant de ce que peut être l'islam, et tu confonds 2 choses, tu confonds le fait de pouvoir me sortir une sourate ou l'interprétation plutôt d'une sourate, hein, par cœur, mais tu oublies une chose essentielle, c'est la transcendance, c'est la foi. Est-ce que tu as la foi ou c'est parce que tu as appris par cœur cela? Vous avez tout à fait raison quand vous parlez comme ça de cette façon d'agir du terroriste. Il est pris dans une sorte de tourbillon d'un automatisme, parce que l'endoctrinement, c'est ça. Quand on procède à l'endoctrinement d'une personne, c'est d'abord la couper du monde réel et inventer comme ça un monde virtuel où elle peut s'identifier, elle peut avoir un rôle, soit d'un chef ou d'un exécutant
D'où leur pseudonyme, le qualificatif d'émir, de chef de phalange, etc. C'est un monde virtuel où on peut se retrouver, s'identifier et vivre, bien sûr. C'est beaucoup plus identitaire. Mais le processus de légitimation de l'acte délictuel commence justement par cette anesthésie mentale qu'on inculque aux patients, excusez le terme, mais pour moi c'est un patient. Et bon, il y a bien sûr une préparation psychologique, hein, on essaie de repérer comme ça les potentialités criminelles, ceux qui sont prêts à l'embrigadement, et une fois acquis, il devient comme une sorte de machine. Oui, c'est une machine de guerre. Voilà, c'est une machine de guerre, c'est des bombes humaines, c'est une machine meurtrière. Et pour sortir de là, il faut un travail, il faut faire l'inverse et c'est pas facile. C'est pas facile. Alors, dans ce dialogue, et on voit bien ce que vous êtes en train de nous dire, Khaled Benchir. Il dit, mais ça c'est une des thématiques les plus importantes chez les terroristes. Oui, c'est vrai, j'ai tué des enfants, des bébés, j'ai tué des innocents, ou j'ai violé des femmes, etc. Mais tout ça, c'était pour les protéger. En fait, c'est parce que peut-être qu'ils auraient pu passer dans l'apostasie ou dans l'athéisme ou que sais-je. Donc en les tuant, ils vont direct au paradis. Ils leur rend service. Là, il y a danger. Il y a danger parce que cette interprétation, d'ailleurs il donne des exemples, hein, il dit que certains compagnons du prophète, ils ont fait pire. Oui. Ils ont coupé des têtes, ils les ont bouillis dans l'eau. Je me disais, d'où il ramène ces histoires? Dans des références, c'est leur revue El Jama'a, hein, la fameuse revue qui était publiée à Salisbury à l'époque, sous le prétexte du sacro-saint principe liberté d'expression. Et donc, ce qu'il dit, c'est exactement ce que dit la Médée d'Euripide. Hein, elle tue ses enfants pour les protéger. C'est ça. Et on retrouve dans l'histoire, comme ça, dans la légende grecque, la tragédie grecque était pour nous une grande référence. Hein. Il y a un philosophe qui dit que les Grecs ont tout dit. C'est les Arabes qui l'ont apporté à l'Occident. C'est Averroès. Averroès, le premier interprète et traducteur de Platon et d'Aristote. D'ailleurs, son anniversaire est fêté chaque année à la Sorbonne et en Espagne, alors qu'il demeure chez lui plus ou moins inconnu, alors que sur le plan de la lutte antiterroriste, c'est une grande référence. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu le film de Youssef Chahine. Oui, bien sûr. Le Mektoub, le destin. Magnifique. Alors, il raconte l'histoire du terrorisme et d'Averroès, comment il a été chassé de chez lui parce qu'il a osé s'élever contre le faux salafisme de l'époque. Hein. Et donc, avoir recours comme ça à la tragédie grecque, à la philosophie arabo-musulmane, à la littérature, hein, chez Heidegger, chez le moribond du marquis de Sade, hein, d'ailleurs. C'est pour dire que cette atrocité n'est pas purement algérienne. Non, non. L'Algérie n'est pas une terre criminelle, comme on a essayé de nous le coller quelque part à un moment donné. C'est vrai que c'est atroce, c'est vrai que c'est affreux, mais ne soyons pas j'allais dire inquiets, non, ne soyons pas monistes, c'est une vérité, c'est une réalité humaine. Ça se trouve chez les Grecs, chez les Romains. Les guerres de religion en France et en Europe, pas seulement qu'en France, hein, qui ont duré pratiquement presque 2 siècles, hein, faut pas l'oublier, hein, n'ont pas été une partie de plaisir pour enfants. On vivait pas dans un monde joyeux pendant presque 2 siècles, un peu avant Henri IV jusqu'à Louis XIV, jusqu'à la révocation de l'édit de Nantes. Donc c'est des massacres absolument terribles, aussi bien en Allemagne, en France, l'Espagne, l'Inquisition, etc. Donc Algérie, terre de cruauté naturelle. Bon, ça, on connaît déjà, excusez-moi du terme, Benchir, la musique, c'est-à-dire les Romains traitaient Hannibal de barbare, etc. Parce que bon, il fallait bien lui coller une image, hein. Et donc s'il est allé à Capoue, c'est parce que il voulait pas prendre Rome parce qu'il était, c'est pas ça qui l'a intéressé, c'est le plaisir. Voilà, c'était un barbare. Hein. Tout à fait. Voilà. Et la construction de cette image est absolument incroyable. Hein. Aujourd'hui, jusqu'à maintenant, dans les grands médias occidentaux, où
Bah, c'est logique, c'est naturel. D'ailleurs, regardez, pendant la guerre d'Algérie, Kenouid Debhou déjà. Oui, vous me faites rappeler un titre très, très intéressant. J'étais impressionné de lire, parce qu'à l'époque, je lisais en même temps Averroès, Le Moribond du Marquis de Sade et Sophocle. Et je suis tombé sur un livre qui s'intitule Les Égorgeurs, d'un certain Olivier Roy. Non, excusez-moi, Benoît Rey. Olivier Roy, c'est autre chose. Benoît Rey, qui était officier français, qui était affecté dans une compagnie d'élite dans le Constantinois en 57-58. Et je me suis dit, voilà, encore quelqu'un qui va parler de nous, qui va dire, ouais, c'est des égorgeurs et que c'est dans les gènes. C'est ça, voilà. Mais en lisant le livre, j'étais agréablement surpris parce qu'il parlait des Français égorgeurs, pas des Algériens. Et il en faisait partie. Bon. Il en avait marre, il est reparti avec beaucoup de chagrin, beaucoup de regrets. Et c'était son cahier journal qu'il avait publié par la suite. Il a été interdit de publication en 61 en France. Après, il avait publié chez Le Monde Libertaire. Mais avant, il était interdit. Il disait que les Français égorgeaient les Arabes avec une certaine... il y avait une certaine ambiance, une certaine euphorie, un certain rituel qui dépassait l'entendement. C'est exactement ce qu'il me disait le terroriste. Hein. Quand ils égorgeaient quelqu'un, c'était l'euphorie, c'était le rire. Ah oui, le plaisir parce que malheureusement, dans ce type de meurtre, ça vous donne de la puissance. Tout à fait. Puisque la personne que vous êtes en train de soit d'égorger, soit de massacrer, soit de tuer, vous avez un pouvoir. Le sentiment divin. Ouais. Un narcissisme exorbitant et un narcissisme originaire, je dirais, parce que elle explique, la psychologue, elle dit qu'il ne peut pas se dépasser, il ne peut pas aller au-delà de son narcissisme primaire, il reste toujours dans sa bulle de schizophrénie, et qu'il avait comme ça le sentiment de la toute-puissance. Et la toute-puissance peut provenir du sadisme, de la destruction de l'autre. L'essentiel, c'est de se sentir... D'ailleurs, il le dit, qu'il était investi d'une mission divine. Hein. C'est ça. Il se prend quasiment pour un peu plus qu'un prophète. Un prophète, oui. Absolument. De toute façon, moi, c'est presque un peu comme on voit en psychiatrie, encore une fois, lourde. Quelqu'un vous dit, j'entends des voix. Ce sont les voix qui m'ont dit de faire cela. D'ailleurs, il le dit. Oui, il le dit. Moi, j'entends, j'ai des visions. Il dit que la voix qui vient de l'intérieur lui dicte d'aller égorger, de détruire, parce que c'est un ordre. C'est ça. C'est un ordre. Je ne peux pas me soustraire à un ordre divin. Divin, exactement. Attention, c'est pas un ordre de... À la limite, c'est pas mon émir qui me dit de faire ça, hein, où il me dit, il n'y a pas de limite, il faut aussi égorger les bébés, etc. Non, 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 c'est plus loin que cela. Il l'envoie travailler, ils appellent ça travail. Travail, oui. Travailler, c'est une mission. Hallucinant. C'est du travail. C'est du travail. Ouais. Donc aller travailler, ça veut dire y aller avec plaisir et sans état d'âme surtout, hein, sans regret. C'est une besogne, quoi. Bon, et justement, la grande question qui reste ouverte à la fin du livre, on ne sait pas si c'est repenti réellement. C'est la grande question, mais c'est parce qu'il dit à l'imam comme ça, en lui expliquant qu'il avait tellement fait de choses qu'il ne pouvait plus revenir en arrière. Et malgré la clémence du bon Dieu, que l'imam essaie d'expliquer que Dieu pardonne tous les péchés, y compris les assassinats, il n'y croyait pas. Il dit j'ai franchi un seuil jadis inaccessible pour moi par l'éducation, mais là, faire demi-tour, c'est-à-dire que c'est pas qu'il n'est pas convaincu par la repentance, mais de peur de ne pas être accepté parmi les humains. C'est ça. Et ce qu'essaie de faire l'imam, c'est de le ramener dans le registre des humains. Dire, vous avez tué, vous avez égorgé, mais vous restez quand même un être humain pour moi. Il parlait à l'humanité du criminel qui est en lui. C'est-à-dire que l'imam croyait toujours qu'il y avait cette possibilité, qu'il ne faut pas être effrayé, que l'homme n'est pas un monstre. Hein. Quoi qu'il fasse, il reste quand même... Une part d'humanité en lui. L'humain chez lui. C'est ça qu'on essaie de... Oui, c'est ce que tente de faire l'imam pendant tout le dialogue. En le disant, il essaye de faire ressurgir ce petit bout, cette petite braise
encore d'humanité, peut-être, de souffler dessus. Justement, quand le ça théoriste reprenne. lui demande qu'est-ce que vous gagnerez, vous, à travers ma repentance, il dit c'est pas moi, c'est toute l'humanité. On est soulagé de vous savoir humain, quelque part, malgré votre atrocité, malgré votre... Bah, c'est parce que sinon, ce serait terrible. Sinon, ça serait terrible. Sinon, si on croit, si on a cette conviction que certaines personnes sont irrécupérables, c'est des monstres, ça serait une insulte pour l'humanité. Absolument. Et une Il n'y a crainte. plus d'espoir. Absolument. C'est fini. Absolument. C'est pas la peine. Donc toutes les méthodes thérapeutiques en matière de pénologie, de criminologie, les méthodes thérapeutiques, les méthodes psychothérapeutiques qu'on exerce dans les prisons, ça serait inutile tout ça. Et toute politique criminelle pour endiguer le phénomène de la criminalité serait vaine plutôt. Mais si on part de cette vérité, de cette donnée qui fait que, quelle que soit la cruauté de l'homme, il y a quelque part une humanité qu'il faut essayer d'exhumer, là on est soulagé. Ouais. On est soulagé de savoir que c'est possible. Sinon, on pourrait appliquer la notion de terre criminelle. Ah oui, bon, Voilà. on pourrait presque dire, comme certains le prétendent, ah ben, il est né comme ça. Tout à fait. Voilà, donc c'est inné. C'est même pas changement parce qu'il y a des problèmes sociaux, etc. Bien que votre le professeur qui a pardon qui a Xavier préfacé votre ouvrage, Xavier Enfin, il dit c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est-à-dire, bon, on met tout sur le côté social, c'est-à-dire, bon, on a vu malheureusement partout dans le monde, hein, quand il y a eu des actions criminelles, que ce soit chez les nazis ou chez nous, etc. Pas du tout, c'était pas obligatoire. Hein, je veux dire, un type comme Göring était un homme dans le privé, dit-on très affable, très au fait de littérature et d'art. C'était pas du tout le voyou de quartier qui a mal tourné. Oui, hein, pas du tout. C'est pour dire que le criminel n'a pas de visage, hein. Oui, il n'a pas de morphologie, il n'a pas... On peut tout excuser avec ces histoires. Bon, il a eu une enfance malheureuse. Bon, ben d'accord. Enfin, mais malheureusement, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas forcément ça. C'est pas forcément ça. Et surtout dans le terrorisme moderne, à travers le monde, on constate comment le gars il a une licence en sociologie et il se fait kamikaze. Ben, vous avez dans l'histoire des grands docteurs criminels en série, hein, tueurs en série, des grands docteurs, des grands physiciens, des grands... Donc c'est pour dire que la vieille théorie de Lombroso, l'homme criminel, de l'atavisme criminel, c'est une théorie qui est révolue depuis longtemps. Mais ce qui est bien dans cette expérience chez nous, c'est que on a introduit un élément essentiel en matière d'investigation, où maintenant c'est devenu à la mode dans des pays civilisés, entre guillemets. L'ex-directeur général de la Sûreté nationale, c'est Ali Tonsillahi Rahmou, il m'avait demandé une fois d'essayer d'introduire la psychologie dans l'interrogatoire. J'ai dit, on ne peut pas, parce que là, on est tenu par la loi, il y a un code de procédure. Il dit, essayez quand même de me dresser un profil d'un terroriste tueur en série pour avoir comme ça l'idée que... Donc je dis d'accord, puisque moi j'ai la qualité d'officier de police judiciaire, je peux assister à l'interrogatoire sans pour autant participer à l'enquête. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. C'est ce que vous racontez quelque part. C'est ce qui s'est passé. C'est comme ça qu'on a pu les noms et peut-être un peu les situations, mais en réalité c'est ça. J'allais me permettre de vous poser la question. Parce que vous avez assisté à ce type d'interrogatoire. Bien sûr. Ouais. Et ça a fait avancer, le corpus juridique aussi, hein, parce que toutes les lois nouvelles, toutes les recommandations, c'est tiré de la pratique aussi. Nous, si vous voulez, on était le pourvoyeur de la justice d'éléments nouveaux. Et actuellement, vous savez, dans le code de procédure pénale, actuellement, ce qui n'existait pas avant, maintenant que l'avocat peut assister à l'interrogatoire, c'est une nouveauté. On a essayé d'introduire le psychologue, c'est un peu difficile, on essaye, mais bon, c'est possible avec les enfants, je pense. Mais pour qu'un psychologue assiste comme ça à l'interrogatoire, c'est encore un peu plus tôt peut-être, mais c'est dans l'esprit du législateur. C'est ça, ouais. Voilà, j'espère que ça va se faire un jour. Mais j'ai pu le faire parce que j'ai la double qualité, sinon ça aurait été impossible. Alors je vais vous poser, si vous me permettez, Fahd Benchir, une question qui va
paraître peut-être quelque peu étrange, mais ce nouveau chemin d'études, puisque vous enseignez à Paris et à la fac À Paris, d'Alger. c'est une fois par an. Hein, d'accord, mais à Alger, vous êtes professeur associé. Oui, à une fois par semaine. Donc vous avez introduit cette idée de criminologie, comment dresser le profil, ce qu'on appellerait aujourd'hui, ce qu'on voit dans les séries, de profiler. Bon. Vous avez introduit cette science au niveau du droit, au niveau juridique, à la fac de droit, et ailleurs, je suppose, également auprès des cadres de dans la les DGSN. écoles de police aussi. Hein. Est-ce que c'était quelque chose qui, à un moment donné, au niveau de l'administration et judiciaire et policière de la Sûreté nationale et dans d'autres corps constitués, est venu parce qu'à un moment donné, on s'est dit, pendant les années noires, ça suffit pas de juste dire bon, c'est un terroriste parce qu'il était dans la misère, puis il est monté parce que Hagoro, etc. Mais il faut aller plus loin si on veut comprendre réellement et juguler cela. Et autre question, est-ce que c'est pour ça aussi que beaucoup de pays étrangers, notamment occidentaux, qui sont confrontés au terrorisme, sont venus un petit peu frapper à la porte de l'Algérie pour leur dire, écoutez, nous, peut-être qu'on a eu une vision, parce que ça n'existait pas chez nous, on a une vision tout à fait image d'Épinal, mais vous avez été sur le terrain. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments? Parce qu'avant, ils n'en voulaient pas de notre expérience, parce que c'était la fameuse question qui tue qui. Voilà. Donc ça, c'est entre eux, on va les laisser s'entretuer, pour nous, ça va être un laboratoire. Tant qu'ils n'ont pas été touchés. Dès qu'ils ont été touchés, on se rappelle qu'en Algérie, il se passe quelque chose et que... ce qui était difficile, Youssouf, c'était d'être à la fois à l'action et dans la réflexion. Ouais. Ce n'est pas facile. On était en train de lutter contre le terrorisme et il fallait réfléchir en même temps, c'est pas facile. Alors, le problème de l'introduction de la criminologie ou de la psychologie criminelle dans les institutions de l'État et aussi dans les universités, c'est qu'il y a des théoriciens, il y a de très bons auteurs, théoriciens en matière de criminologie. Je peux citer Elias Boukra, Slimane Moldar, qui ont étudié la question du terrorisme. Alors que ces gens-là, de très grands théoriciens et académiciens, mais qui n'avaient pas la pratique. Alors, quand on est praticien, on n'a pas leur niveau intellectuel. Et c'est un dilemme. Il faut trouver le juste milieu, être à la fois académicien et praticien, ce qui est difficile. J'ai eu la chance d'avoir les deux. Et c'est comme ça qu'on a commencé à réfléchir. Je ne suis pas le seul. Ouais. Des Yasmina Khadra, il y en a partout. Je ne dis pas que j'ai son talent, ni son niveau. Non, c'est autre chose. C'est autre chose. Mais pour parler des institutions, il y a des gens qui réfléchissent. Et pour essayer de théoriser tout ça, c'est pas évident, parce qu'on vit le drame et on ne peut pas réfléchir en même temps. Parce qu'on n'a pas cette distance. On n'a pas cette distance pour avoir le maximum d'objectivité nécessaire pour théoriser la chose. Il y a le cœur qui parle, quand même. Il y a le cœur qui parle, mais on a quand même fait du travail. On a constitué des équipes de psychologues et on a fait le travail toujours sous l'égide de Feu Tounsi Allah yarhamou. Je dis ça parce qu'il était psychologue. Il a tout de suite compris qu'il fallait comprendre d'abord, avant de lutter. Et parce que sinon, lutter sans comprendre, c'est comme si on allait à la guerre en ayant les yeux fermés. Et nous avons dégagé comme ça des profils qui sont restés jusqu'à une date récente comme secret professionnel, mais là je pense que déjà pour les étudiants, les chercheurs, les archives peuvent être à leur disposition. Et donc avec nos amis européens, au début qui n'avaient rien compris, comme le dit le préfacier, et après ils sont venus nous voir, on a été les voir pour faire des conférences, et on a compris donc tous que c'est un phénomène international. Et à l'époque, on nous disait vous êtes pas à la page, parce que on nous a même critiqué sur le plan de l'organisation judiciaire, les cours spéciales, la prolongation de la garde à vue, l'étendue de la qualité de l'officier de police judiciaire sur tout le territoire national. Pour eux, tout ça, c'était des pratiques pas trop légal. Oui, c'est ça. Ça n'allait pas dans leur sens de démocratie. Maintenant, c'est tout à fait le contraire. Maintenant, on voit des juges spécialisés partout dans l'Europe, spécialisés en matière.
Pas parler de Guantanamo. Bah, écoutez, ça n'a rien à voir. Les nouvelles lois américaines qui font polémique aux États-Unis concernant le fait que si on peut vous embarquer, si il y a soupçon d'appartenance. Le délit de faciès, ça ne nous connaît pas, nous. Voilà. Je peux dire un mot pour la justice quand même, hein, que nous étions depuis 92, avec l'ordonnance 92 pour la gestion du terrorisme, nous étions quand même des initiateurs en matière de progression du droit international. Il y a beaucoup de résolutions de l'ONU, du Conseil de sécurité de l'ONU en matière de lutte antiterroriste, le blanchiment, l'endoctrinement, etc., l'apologie, qui ont été inspirés directement de la loi algérienne. Et ça, on est fiers. Et ça, je peux vous en donner la preuve, on n'a qu'à aller sur Internet, on peut retrouver voir toutes les résolutions de l'ONU. Les lectures comparées. Et alors que l'ONU n'était pas censée s'occuper du terrorisme, hein. L'ONU, c'est le maintien de la paix. C'est ça. Alors la criminalité et le terrorisme, c'était autre chose, mais là, et croyez-moi, il y a une quinzaine de résolutions qui concernent le blanchiment d'argent, l'endoctrinement, l'apologie, j'ai oublié le reste, qui sont exactement d'inspiration de la loi algérienne. Alors, c'est ce dialogue entre le terroriste et lui-même où vous me parliez de cette nouvelle façon de concevoir à travers, je dirais, voilà, maintenant on rentre dans l'idée que la criminologie terroriste, le crime terroriste, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut comprendre le pourquoi du comment. Et là, j'entends bien la très grande difficulté. D'abord, première difficulté, action, réflexion. Hein, il peut y avoir une dichotomie, tout d'un coup, difficile à régler. Hein, il faut jouer de la balance. Mais ça demande, et là j'avoue que dans votre ouvrage, chapeau, c'est que ça demande avoir quand même une science théologique profonde de la religion. Parce que sinon, comment pourrait se passer, entre guillemets, un dialogue? C'est impossible. On peut pas. Bon. Deux, philosophie et religion. Ah oui. Averroès. Ben voilà. Donc, il faut être aussi philosophe. Et pour culminer le tout, il faut avoir un sacré background psychiatrique. Parce qu'on rentre carrément, je dis bien psychiatrique, mais pas seulement psychologique. On rentre dans la médecine, là. Hein. Il y a une nosographie psychiatrique qu'il faut respecter. Ouais. Enfin, au moins, la prendre comme référence quand on parle de psychose, de schizophrénie, de névrose. Pour expliquer certains faits et gestes dans le domaine du terrorisme, il faut absolument être au courant de ces... si vous avez par exemple le profil du terroriste qui est complètement coupé du réel, et on retrouve ces phénomènes en matière de psychiatrie, hein, en matière de schizophrénie, c'est être réellement, vivre dans son monde virtuel, être coupé du réel, et avoir ce sentiment de persécution. C'est l'un des symptômes du cortège symptomatique de la schizophrénie, et se sentir surtout investi d'une mission divine, chose qui revient en boucle. C'est incroyable. Vous savez, si vous posez la question aux parricides, par exemple, ou aux infanticides, j'ai travaillé dans les prisons. À un moment donné, j'ai eu affaire à des infanticides. Quand vous leur demandez pourquoi vous faites ça, ils disent « Je suis investi d'une mission divine, c'est pour les protéger. » C'est ça. Donc il faut absolument avoir une connaissance psychiatrique. Il ne faut pas être forcément psychiatre. Non. Mais avoir comme ça des notions pour comprendre un peu le psychologue aussi, hein, et psychanalyste, pourquoi pas. Enfin, ça, c'est des spécialités qu'on a le choix d'établir par la suite. Mais c'est vrai que la criminologie, c'est comme un delta fertile où doivent déverser toutes les sciences. C'est un point épistémologique très riche. C'est pour ça que être juge ou être magistrat ou être procureur ne suffit pas. Il ne suffit pas d'avoir une licence en droit. Il ne suffit pas d'avoir une culture purement juridique. Il faut la dépasser. Il faut quand même avoir une connaissance un peu plus large que ça, parce qu'on a affaire à des experts judiciaires, avec tout leur verbiage, hein, excusez le terme, dans l'expertise. Si on n'a pas des notions, on risque... C'est vrai que le juge est libre, hein, il n'a pas à tenir... L'expertise n'est pas obligatoire. C'est à titre indicatif. Mais s'il est loin de toutes ces notions, il ne peut que
que suivre. Et donc c'est pour ça, c'est ce que j'enseigne dans les universités. Hein. Je dis ça, je ne parle pas de l'institution, je parle d'une façon générale, de la culture. La culture, pour être fonctionnaire dans le domaine, il faut avoir une culture générale quand même. Alors, d'autres points, foi ou don. Ça, c'était un dialogue entre l'imam et le reste, ça me semble très important. Hein. Est-ce que j'ai la foi ou je suis, encore une fois, investi d'une mission divine, donc c'est un don qu'il m'a été donné, et je n'ai pas à croire ou à ne pas y croire, c'est comme cela, c'est une mission, terrible mot, c'est mon travail. Exactement. Là se pose vous avez tout à fait raison de parler de philosophie, parce que là se pose toute la question de la vieille question, hein, la question ancestrale du déterminisme et de l'indéterminisme. Est-ce que l'homme est déterminé dans ses actions ou est-ce qu'il est libre? Et se pose la question de la responsabilité pénale. Si on est déterminé dans tous ses faits et gestes, pourquoi punir? Si au contraire on a ce libre arbitre, excusez-moi, ça veut dire qu'on est pénalement responsable et on sait ce qu'on fait. Et c'est le discours qui revient entre le terroriste et l'imam. Et l'imam n'est ni déterministe ni indéterministe, il a la foi tout simplement et beaucoup de culture surtout. Et le terroriste est comme ça pris dans son tourbillon. On dirait qu'il est emprisonné dans ses idées contradictoires. Lui-même ne sait pas ce qui se passe. Non, il ne comprend pas. Voilà, il est complètement perdu. Est-ce que j'ai la foi? Est-ce que je suis investi d'une mission divine? Et surtout, est-ce qu'il y a est-ce qu'on peut avoir une sorte d'échappatoire à tout ça? Et l'imam, c'était l'aubaine. C'était d'ailleurs il y a un chapitre qui s'appelle l'aubaine. Pour le réveil, l'imam était là. Heureusement pour lui, il a montré une grande empathie, hein, en essayant de comprendre. Ils vont jusqu'à même s'écrire après. Absolument, ils deviennent amis. Oui. Et donc pour lui, c'était l'aubaine. Est-ce que cette sorte d'ouverture, hein, d'une voûte céleste, c'est comme une voûte céleste qui s'ouvre devant lui pour échapper à ce tourment, à cet égarement, pour reprendre le terme de la réconciliation nationale. Il se met une couverture, c'est absolument incroyable, parce qu'il y a des moments où, quand il parle, le terroriste, on a l'impression qu'il se dit je ne peux pas dévier de ce discours-là, parce que ça voudrait dire que dès que j'ai commencé, parce qu'il y a son histoire, hein, à un moment donné dans le rapport psychiatrique, comment il a commencé, comment il est monté un petit peu en grade, etc. C'est complètement me remettre en cause. Hein. C'est-à-dire c'est toute mon identité, tout mon moi qui doit être remis en cause. Et ça, je ne le peux pas. Et fille de la repentance, hein, puisque si je me repens, ça veut dire que j'avais tort, surtout. J'ai comme des regrets. D'être passé sous ces fourches au codines. C'est parce qu'il s'est forgé une identité et qu'il a épousé pendant quelques années. Des fois, c'est de longues années. Hein, on est sous la couverture d'une telle ou telle identité pour après quitter ce masque, hein, cet habillage fabriqué. C'est pas facile. C'est pas facile, c'est comme quelqu'un qui essaie de sortir de sa peau, de sa nouvelle peau. Donc il était entre le normal et l'anormal, même sur le plan psychologique. Ah oui, oui. Qu'est-ce qui va faire que lui va devenir, dans le monde terroriste, une sorte d'image, presque, je dirais pas sacrée, mais presque. Hein. Presque. Il devient une icône. Tout à fait. Pourquoi? Parce que par un effet total du hasard, il se retrouve dans une situation où il a pu assassiner un autre islamiste, mais c'est étrange. Oui, c'était le numéro 3 d'un parti dissous, pour ne pas citer son nom, et pour lui c'était aussi une aubaine. Hein. Il l'a rencontré comme ça dans un lieu où il l'a abattu. Une librairie en plus. Parce qu'il était jazzariste. Hein. Et c'est ça fait partie du verbiage, du lexique criminogène. X il est jazzariste, X il est afghan, bon, c'était comme ça des étiquettes qu'on collait à ses ennemis, des frères ennemis. Hein.
Et il a été même jusqu'à lui prendre Son porte-document. son porte-document avec sa carte d'identité. C'est pour montrer aux éléments du GIA, dire voilà, c'est moi qui l'ai tué. Preuve en est, C'est pas quelqu'un je vous ramène, c'est comme, écoutez, c'est comme s'il disait, je vous ramène sa tête. Un trophée. C'est un trophée. Un trophée. Sa tête. Alors tout le monde ébahi. Alors, il peut plus sortir de ce rôle, hein, qu'il a consacré, que c'est Mais c'est surtout, amis, sauf ça, là où se pose la question de la réponse sociale au terrorisme. La réponse institutionnelle aussi, et sociale. Qu'est-ce qu'il a en échange? Ben, d'accord, je vais laisser ma peau de terroriste, je baisse mon masque, je ne suis plus terroriste. Est-ce qu'il y a une prise en charge? Non. Ah, ça c'est une autre question. Ça, c'est une autre question. C'est une autre question. Et ça commence avec la prison. Ouais. Ça, voilà. La prise en charge doit être d'abord dans la prison. Ben, c'est une prise en charge psychologique. Et psychologique et sociale aussi. Sociale, oui, bien sûr. Si vous savez que le code de la réforme de la justice de 72 algérien, dans son premier article, il parle de la défense sociale, qui doit prendre en charge la réinsertion de l'individu. Là, quand on parle des petits criminels, c'est possible. Mais quelqu'un comme ça... Difficile. Il faut trouver les rouages nécessaires. Ben, il faut y réfléchir. Il faut inventer une vraie institution de prise en charge. Parce que lui, ce terroriste dont vous racontez après, effectivement, quand il est en prison, etc., et tout ça, bon, lui, peut-être que ça fait 10 ans, hein, qu'il est dans les maquis terroristes. Bon, ça y est, il s'est construit une sorte de vie. Hein. Il s'est construit un monde social. Tout à fait. Totalement, hein, de A à Z. Et il a sa place. Il a un pouvoir. Il a un pouvoir, il a une place reconnue. Sur le plan du plaisir, il pouvait disposer des femmes. Des hurriyat pas les hurriyat du paradis, mais les hurriyat terrestres. Hein, les enlèvements. Qu'il kidnappait comme ça, des filles de 15 ans, de 16 ans, et on se partageait comme ça le butin de guerre. Voilà, c'est un butin de guerre. Voilà. En fin de compte, ils sont dans une atmosphère, je dirais, mais qui peut être relayée hein, par, encore une fois, c'est pratiquement ces contes. Hein, c'est-à-dire la razzia. Tout à fait. Je fais une razzia. Mes ancêtres aussi faisaient une razzia. Ils vivaient de ça. Donc, leurs pratiques sur le terrain, c'était des pratiques exclusivement mafieuses. Hein. Oui, mais c'est du brigandage. Le partage du butin, l'émir, il a le 1/5, et le reste, ils se le partagent entre eux. Les plus belles sabayas, comme ils les appelaient, c'était destiné à l'émir et quelques proches de la garde prétorienne. D'ailleurs, lui, il faisait partie de la garde prétorienne. Oui, bah, lui, il était garde du corps. Voilà, et le butin, tout ce qui est or, argent, la pratique, elle était tout à fait mafieuse. C'est comme les parrains, on se partage le territoire. Il y avait le partage du territoire aussi. Hein. Oui. Il y avait un groupe terroriste qui a ce territoire et l'autre groupe n'a pas le droit de venir. Tout à l'heure, vous m'avez posé une question. Le terrorisme, qu'est-ce qu'il a de différent? Quel est son objectif? En fait, l'objectif du terrorisme, ce n'est pas de s'enrichir, ce n'est pas d'avoir le pouvoir, oui, mais bon, un pouvoir surréaliste, parce qu'ils savent que c'est impossible. En aucun pays, on a vu un groupe terroriste prendre le pouvoir. Et c'est terroriser l'autre. Je me souviens, je vais vous raconter une petite anecdote. En un séminaire en 2001 à l'Hôtel Horatio, on a organisé un séminaire international. Il y avait une représentante américaine qui était psychologue spécialiste du terrorisme. Et à la fin du séminaire, on m'a demandé d'aller faire un tour avec elle, comme ça, juste pour lui montrer Alger. Et on s'est arrêté devant le marché d'El Biar. Oui. Alors, elle voyait les gens qui faisaient leurs courses. Il y avait le marché bondé de riverains et de... je dis, voilà, ça c'est le marché d'El Biar. Elle dit, ah oui, ça c'est joli, est-ce qu'on peut aller faire un tour? J'ai dit, bien sûr. Je dis, voilà, il y a 2 jours, il y avait ici un attentat. C'était... non, c'était pas en 2001, c'était en 99. Ah, 2 jours avant, il y avait un attentat. Et il y avait du mort, je dis, oui, il y a eu des morts. Et là, les gens, ils sont normaux, ils se baladent. Oui, ils reviennent, il y a les étals. Le soir même, on a secouru les blessés, on a amené les morts. Et le lendemain, le marché, il a réouvert ses portes. Et vous voyez les gens, là. Elle me dit, écoutez, monsieur Benchek, je vais vous dire une chose. Elle m'a dit ça en anglais, elle m'a dit, le terrorisme ne réussira jamais en Algérie. J'ai dit, pourquoi? Elle a dit, parce qu'il n'a pas
réussir à terroriser ces gens-là. Voilà. Jamais vous aurez à perdre ou arriver à un stade de Il ne l'effondrement. gagnera jamais. Jamais. Si je vois ces gens-là qui reviennent deux jours après l'attentat, Bah, c'était les fameuses... ce qui était magnifique, moi, tous mes amis étrangers... les gens n'étaient pas terrorisés. Oui, oui, tous mes amis étrangers me disaient... Surtout mais, après les attentats. Comment les gosses vont... Vous laissez encore les gosses aller à l'école, et quelquefois l'école est à 6 km du Douar. Et j'ai dit oui, ils y vont à pied. Il me dit, mais enfin, on entend parler que, comme quoi on égorge des enfants, etc. Les petites filles sont kidnappées, ou même si elles ne portent pas le foulard. Je dis, oui, les gosses continuent à aller sous la pluie à l'école, à 5-6 km, et les parents les envoient. D'ailleurs, même dans la définition internationale, hein, il n'y a pas une définition internationale, mais il y a quand même un consensus hein, sur le plan idéologique et politique, que le terrorisme est défini comme étant des méthodes utilisant de la terreur pour terroriser l'autre. C'est ça. C'est vrai parce que la cible elle-même, la victime, elle est morte. On ne cherche pas à... Mais le message est adressé aux autres. C'est ça, oui, oui, c'est un message. Oui. Soit vous vous inclinez, soit on continue dans notre Alors, terreur. Fayed Benchir, ce n'est pas une question que vous avez relevée dans votre ouvrage La Repentance, dialogue entre le terrorisme et l'imam par aux éditions Casbah, mais je sais très probablement que dans des articles dont on vous court, ça se sent tout de suite, hein, et puis le fait que vous ayez choisi ce spécialiste du terrorisme qui est Xavier Hofer, c'est de plus en plus cette collusion qui peut exister entre ce qu'on appellerait le grand banditisme ou la mafia, d'une façon générale, elle peut être, parce que lui-même a écrit sur la mafia albanaise, la mafia croate, ou je ne sais pas que... Maintenant, il y en a partout, pratiquement, malheureusement, dans le monde. Et entre le terrorisme, qui a des prétentions idéologiques ou religieuses. Attention, c'est pas seulement au niveau de l'islam, c'est ailleurs aussi. Ça reste des prétentions. C'est des prétentions religieuses, hein, et même parfois mission divine. Et puis là, on est complètement dans un autre monde, soi-disant, qui est le pur grand banditisme, le côté mafieux. Ça me rappelle un petit peu comme quand on voit dans les films la mafia aux États-Unis italienne. Le gars, il est capable d'assassiner 15 bonhommes le soir et rentrer le soir pour prier. Il va à l'église pour prier. Hein. C'est une très bonne question qui a été posée dès le départ, hein, même au commencement, au début du terrorisme. Nous, on avait les données, donc chez la police, chez la gendarmerie aussi. On savait que tous les chefs terroristes, c'était des récidivistes, hein, au moins des repris de justice. C'est ça. Et l'histoire est là, vous pouvez prendre les archives. Tous les chefs terroristes, à commencer par... je ne citerai pas des noms. Mais non, malheureusement... Mais vous les avez, tous les chefs terroristes étaient des repris de justice. Ça veut dire que le terrorisme, sans la main-d'œuvre criminelle, ne peut rien faire. Ouais. Parce qu'il a besoin d'une main-d'œuvre, d'un savoir-faire, du fausseur pour faire des faux papiers pour circuler, du braqueur de banque, des trafiquants d'armes, de drogue, des voleurs, des tueurs, etc. Ouais. Donc, et c'est pour ça qu'à un moment donné, la chefferie terroriste était prise par des repris de justice. Ouais. On peut citer Zitouni, enfin toute la avec un enrichissement derrière très important. Et vice-versa. Les criminels organisés, plutôt les organisations criminelles, profitent du terrorisme. Bah, c'est le chaos. Parce que c'est un marché, on leur vend des armes, parce que il y a l'occupation du territoire, et il y a comme ça une relation bilatérale d'échange. Mais parler d'idéologie ou de références religieuses, non. C'est pas crédible tout ça. Mais non. Il y a de toute façon une relation... C'est le discours, encore une fois, c'est ce que vous expliquez très bien dans le petit, dans une dizaine de pages, c'est-à-dire la force du verbe, quoi. Et sans criminel primaire ou criminel